fertilisante et support de culture. À vous la parole. Vous m'entendez bien? Très bien. Donc la Oui? présentation, elle va défiler, on vous entend. D'accord, d'accord. Bon, bah, il n'y a pas de souci. Donc, on peut passer donc à la slide numéro 2, donc qui C'est présente en fait un tableau qui récapitule un peu le travail qui a initié et qui se continue sur ce projet de socle commun des matières fertilisantes. Donc, à l'origine, il y a à la fois le volet agricole de la FREC, qui après a conduit ensuite aux travaux du groupe de travail du pacte de confiance et du rapport Marois. Après, sur les aspects législatifs, on a eu d'une part, antérieurement, on avait les éléments dans la loi Egalim qui avait inscrit dans le code rural des éléments sur la sortie statut de déchets des matières fertilisantes. Ensuite, on a eu effectivement la loi AGEC, on va revenir dessus, avec un article sur l'innocuité des boues et puis une ordonnance dans laquelle s'inscrit en fait l'article qui fonde le socle commun au niveau d'attente sur des critères d'efficacité et d'innocuité pour les matières fertilisantes en lien avec leur usage. Donc effectivement, donc le socle commun, il y a ces aspects d'efficacité, d'innocuité, hein, qu'on trouvait déjà dans un certain nombre de réglementations, de traçabilité, et puis également des éléments d'usage, donc destinés bien sûr aux professionnels qui utilisent ces matières fertilisantes. Les éléments, donc là, ce que représente en bas le tableau, c'est qu'on a effectivement dans ce socle créé en fait des catégories de matières fertilisantes qui se distinguent effectivement en lien avec un certain nombre d'éléments techniques d'efficacité ou d'innocuité, on va revenir dessus. Mais globalement, en fait, on distingue les A1, donc qui est d'une catégorie supérieure, dans laquelle on retrouve l'ensemble des matières mises sur le marché, que ce soit conforme au règlement européen, aux AMM, au cahier des charges et les normes qui pourront effectivement les produits normés qui respecteront ces critères. Et donc à partir de ce moment-là, les matières fertilisantes qui nécessitent pourront sortir du statut de déchets. Ensuite, on a une catégorie A2 dans laquelle on retrouve notamment essentiellement les produits normés, mais qui ne pourraient pas, pour certaines raisons, sortir du statut de déchets, ou d'autres matières, effectivement, qui ne sont pas sur le statut de déchets, mais qui ne vérifient pas les critères de la catégorie A1. Et en fait, dans la dernière catégorie, limitée, en fait, c'est les catégories B, et donc qui, elles, retournent au sol via le plan d'épandage. On peut passer à la 3, la suivante. Donc là, on revient rapidement sur le contexte législatif. Donc l'article 125 de la loi AGEC a habilité le gouvernement à transposer la directive européenne relative aux déchets. Il y a dans cette loi un article spécifique qui prévoit la révision des référentiels réglementaires pour l'innocuité environnementale et sanitaires qui sont applicables en vue de leur usage au sol pour les boues d'épuration, tout type. Donc effectivement, les industrielles, les urbaines, qu'elles soient seules ou en mélange, qu'elles soient brutes ou transformées. On peut passer la slide numéro 4. Donc, en parallèle, donc, comme on a dit, effectivement, la même loi a permis de transposer par ordonnance. L'ordonnance donc de juillet 2020, dans son article 14, en fait, a inséré dans le code rural un nouvel article L255-9-1. Et en fait, cet article précise qu'un décret pris après consultation de l'ANSES fixe les critères de qualité agronomique et d'innocuité selon les conditions d'usage pour les matières fertilisantes et les supports de culture, afin de s'assurer que leur mise sur le marché et leur utilisation ne portent pas atteinte à la santé publique, santé animale et à l'environnement. On peut passer la slide numéro 5, s'il vous plaît. Donc, l'objectif, en fait, de cette réglementation, qui, en fait, c'est bien de s'inscrire dans un développement de l'économie circulaire, tout en garantissant un certain nombre d'éléments, c'est-à-dire maîtriser la contamination des sols et des cultures, via les pratiques de fertilisation. Pour cela, encadrer la qualité de l'ensemble des matières fertilisantes de façon cohérente, ce qui ne veut pas dire identique, mais de façon cohérente, avec une harmonisation entre les différentes voies de mise sur le marché par rapport à leur utilisation, et avec, effectivement, et ça on le voit, la nécessité de prendre en compte les spécificités selon les matières. Également, la traçabilité de ces matières, en fait, du producteur à l'utilisateur doit être adaptée. In fine,
s'agissant en fait de l'utilisateur, notamment des professionnels agriculteurs, lorsqu'ils sont en fait producteurs de denrées alimentaires ou d'autres types de cultures, type aliments pour animaux qui pourraient être contaminés, il est important effectivement qu'ils puissent qu'ils aient les éléments qui leur permettent de faire des choix afin de maîtriser la contamination des sols ou des cultures. Et donc, une fois que cette information est là, il faut qu'ils aient des éléments qui leur permettront d'adapter l'utilisation de ces matières à leur qualité effective. Et après, effectivement, il y a aussi la notion de faciliter la mise à jour ultérieure de critères d'équité qui s'appliqueront à ces matières pour mieux prendre en compte l'acquisition progressive de connaissances scientifiques par rapport à des contaminants qu'on présuppose, mais sur lesquels on n'a pas forcément d'éléments probants actuellement. On peut passer la slide numéro 6. Donc, comme je l'ai déjà dit, on a donc un établissement en fait de 3 catégories, la A1, la A2 et la B, et qui se distinguent à la fois sur, alors ça ne veut pas dire qu'il y a des valeurs différentes selon les contaminants, mais effectivement, ils se distinguent par des critères d'équité, des critères d'efficacité, des modalités de mise sur le marché ou d'utilisation et de traçabilité. Alors, ces éléments-là sont repris dans le tableau qui figure en page 7. Et donc, là, on revoit effectivement les différences selon les catégories. Donc, si on prend effectivement sur l'encadrement de la mise sur le marché ou l'utilisation, on a dit les A1 correspondent aux AMM, aux normes qui permettent au cahier des charges. Dans les A2, on peut avoir des normes ou des cahiers des charges. Et en B, on est en fait sur l'ensemble des matières encadrées par des plans d'épandage. Au niveau en fait de l'efficacité, bon, actuellement les encadrements, que ce soit les AMM, les normes ou les cahiers des charges, ont en fait un encadrement de l'efficacité au travers d'une description adaptée par les dénominations. Par contre, effectivement, le sujet se pose pour les matières sous les bandes d'épandage, et là il y a tout un travail, on va revenir dessus, sur c'est quoi une efficacité de matière fertilisante épandue. Et donc là, il y a un travail qu'on a initié, sur lequel il y a eu des réactions, et donc il faut qu'on continue. Alors, s'agissant effectivement de l'innocuité, en fait, on a effectivement des teneurs maximales en contaminants. On introduit des éléments nouveaux qui sont, et sur lesquels il y a eu des réactions, et il faudra qu'on précise ça, les textes d'éco-toxicologie. Le principe entre la A1 et la A2, c'est que les matières A1 ont des processus d'hygiénisation obligatoires qui leur permettent en fait de garantir des éléments teneurs en fait en contamination microbienne spécifique, alors que dans les catégories A2, de même que dans les catégories B, on peut avoir des produits non hygiénisés qui par la même n'ont pas en fait de garantie microbiologique spécifique. Comme déjà indiqué, seule la catégorie A1 permet la statut de déchet. Là, on est effectivement en catégorie 1 au niveau traçabilité, on est sur une mise sur le marché classique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme toute matière fertilisante, à la fois vers, en fait, donc au travers de tous ces systèmes de distribution. Pour la A2, et notamment que ce soit en lien avec le maintien du statut de déchet, que ce soit en lien avec, pour les sous-produits animaux non hygiénisés, le fait qu'il faut effectivement avoir une destination vers un sol, il faut qu'il y ait une traçabilité assurée jusqu'à la parcelle d'utilisation. Et puis après, pour les produits épandus, cette traçabilité est assurée dans toutes les dispositions réglementaires afférentes au plan d'épandage. Donc ensuite, au niveau des modalités, en conséquence de distribution des types d'utilisateurs, en fait, bon, les catégories 1 permettent en fait tous les circuits de distribution et tout type d'utilisateurs, y compris donc les non professionnels. La catégorie A2, là, il faut en fait, au travers des circuits de distribution, assurer une traçabilité, et c'est destiné uniquement aux utilisateurs professionnels. Et puis après, la traçabilité, la distribution, plutôt l'usage des matières en tout-plomb d'épandage, c'est effectivement la réglementation spécifique sur l'épandage. On peut passer à la slide numéro 8, s'il vous plaît. Donc, en revenant sur les éléments efficacité agronomique, bon, comme déjà dit, ces éléments-là, c'est tout l'encadrement des dénominations qui précisent l'efficacité agronomique des produits normés sous AOM ou sous cahier des charges, et de même que les éléments sous les règlements européens. Et pour effectivement la catégorie B, il faut effectivement qu'on puisse définir
ce qui permet de garantir un effet fertilisant. En gros, quel est l'apport amendant, quel est l'apport d'engrais d'une matière répandue sur un sol. Et là, au vu en fait des premiers échanges de travaux, et notamment on va revenir sur la façon d'en avoir discuté avec l'ensemble des professionnels, il va falloir qu'on travaille sur des critères, et notamment pour tenir compte des spécificités de différentes matières, alors que ce soit les bouliquides, que ce soit les digestats, effectivement les effluents d'industrie agroalimentaire, etc. Donc là, on voit qu'on a un travail encore en cours qui est initié, mais qui va se poursuivre. On peut passer à la slide numéro 9, s'il vous plaît. Donc là, au niveau d'innocuité, alors on retrouve, et avec des valeurs différentes selon les éléments, donc des critères d'innocuité qui sont applicables aux trois catégories, des éléments classiques, donc les éléments traces métalliques, les inertes et impuretés, les CTO, les pathogènes, lorsque effectivement on peut avoir des limites. Et après, effectivement, on a maintenant, donc il est prévu des tests à réaliser au niveau effectivement de l'écotox et des perturbateurs endocriniens. Et donc là, évidemment, ces éléments-là sont des éléments nouveaux, et donc les mêmes modalités de réalisation de ces tests et les dates d'entrée en application vont être précisées, seront précisées par arrêté. Le but, on va le voir, c'est d'avoir un objectif, mais effectivement avec une progressivité qui s'adapte au contexte de différentes filières. Donc au niveau effectivement de la traçabilité d'utilisation, en fait, on a le principe pour un certain nombre de contaminants, notamment les ETM et les HAP, en fait, de limite en fait des apports maximaux par des flux. Donc il faudra effectivement dans des arrêtés qui découleront des textes principaux, à la fois préciser les règles d'utilisation des matières fertilisantes selon leur matière constituante et selon leur procédé de fabrication, alors à la fois sur les contaminants, à la fois sur en fait l'absence ou la potentialité de pathogènes en fonction des traitements qu'auraient subis ces matières, et en lien avec ces pratiques d'utilisation, ils seront précisés effectivement les modalités d'enregistrement des apports et des pratiques pour vérifier après le respect par l'utilisateur de ce qu'aura introduit le socle commun. On peut passer à la slide numéro 11. Au niveau, alors, on a effectivement, on avait engagé en novembre un certain nombre de consultations sur la base d'un pré-projet avec la profession, à la fois les producteurs des déchets, les producteurs de matières fertilisantes, les OPA, etc. Donc, ce travail-là va se poursuivre. En parallèle, il y a eu donc effectivement une étude d'impact auquel les professionnels en fait, se sont associés, ce qui a permis effectivement d'engranger un grand nombre d'informations très utiles sur lesquelles nous travaillons encore. Donc, alors, sur ces résultats préliminaires d'étude d'impact, il y a effectivement pour l'efficacité et pour les matières d'origine résiduaire, notamment les liquides, mais pas forcément que, il va falloir effectivement qu'on travaille, qu'il y ait un groupe de travail pour effectivement les préciser avec une notion à la fois de définir cette efficacité et d'être cohérent avec la nature de ces matières. Ensuite, il y a effectivement des difficultés de quantifier l'impact des nouveaux critères pour les matières, notamment que ce soit le fait de s'intéresser au chrome 6 versus le colpotal, que ce soit les dioxines, les éléments sur les inertes, les HAP, effectivement, la mise en œuvre de ces critères, qui, lorsqu'ils n'étaient pas pratiqués, va impacter les metteurs sur le marché. Donc c'est normal qu'on puisse effectivement en tenir compte, c'est l'objectif. Et après, effectivement, il y a aussi des éléments, et là, c'est remonté par les labos, en lien avec ces quantifications, la capacité donc de disposer des méthodes et que ces méthodes soient partagées effectivement par les laboratoires adéquats, donc à la fois sur l'écotox, les chrome 6, les dioxines. Donc, tout ça, qui sont des éléments émergents de l'étude d'impact, va imposer effectivement de tenir compte de ces difficultés et donc de prévoir des délais nécessaires d'adaptation aux nouvelles mesures, et donc globalement d'enclencher une mise en œuvre progressive et qui permette de dire après aux professionnels, quel qu'il soit, voilà comment on avance, voilà les objectifs
de façon à ce que ça puisse être mis en œuvre et pas voilà, demain matin il faut faire ça. Et alors, au niveau du calendrier, donc dernier slide, le calendrier prévisionnel à ce stade, parce qu'effectivement on voit qu'il y a des choses qui ont éventuellement bougé depuis les éléments qu'on avait pu apporter précédemment professionnels. On a eu effectivement l'avis de l'ANSES qui a été publié. On est en train de travailler effectivement sur un nouveau projet intégrant les retours de l'étude d'impact, mais pas que, y compris on a un certain nombre de discussions encore sur les aspects juridiques, la forme même des textes, les liens, ce qui est possible de dire et pas dire, la nature du décret avec notre service juridique au niveau de l'agriculture, qui fait que le projet d'étude d'impact, on envisage d'en disposer plutôt au niveau mai 2021. Il y aura à nouveau une nouvelle phase de consultation des parties prenantes, comme on l'a promis, mais cette fois elle se décale. À la fois, elle sera écrite avec des réunions. On a des comités nécessaires, le CENEN, le CNE. À partir du moment où là, ça a été validé par notre service juridique, la modalité, en fait, au vu des éléments contenus dans le décret, certains éléments doivent être dans un décret en Conseil d'État. On va donc, et là on ne l'avait pas au départ, la saisine du Conseil d'État. Et en lien après, lorsqu'on aura eu ces travaux, les modalités à la fois de consultation du public et de notification à la Commission européenne. Donc là, effectivement, pour le moment, la publication du décret découlera effectivement en premier d'éléments qui ne sont pas encore finalisés, notamment la date, la saisine et la date de passage du texte au Conseil d'État. Voilà, j'ai présenté en place de Camille, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, et les éléments qu'elle avait prévu de vous présenter. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation et cet éclairage.